Tous, bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de Lift Talk, en bonne compagnie une nouvelle fois avec mes compères Le Végétal et Étienne. Alors attends, c'est Lifting Theory? C'est ça. Salut à tous. T'as vu, je me suis pas trompé. Merci Et pour l'effort. comme invité, Aubin. Aubin, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci à vous. Euh, on va rentrer direct dans le vif. Et l'habitude du podcast, c'est de laisser la parole dans un premier temps à l'invité. Donc, on va demander de te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais pour ceux peut-être qui te connaîtront pas encore. Alors, je suis Aubin Chevillard. Donc, Aubin, normalement, c'est écrit A-U-B-I-N. Euh, je suis champion du monde de street lifting, champion de France en 2021. Et ça fait, je pense, 10 ans que je pratique, si je compte musculation, set and rep et street lifting. Et après, voilà, je fais du coaching en ligne et je vis de ça aujourd'hui. Ok, donc super. T'as répondu déjà à mes premières questions. En simple et Ok, concis. Justement, si tu pouvais nous refaire la chronologie de ta pratique, donc c'est peut-être d'abord muscu, après set and rep et ensuite street lifting, c'est ça? Ouais, c'est mon père qui m'a inscrit en salle de muscu parce qu'il y avait une année où j'avais pas pu faire de sport. Et du coup, pour reprendre, il m'avait inscrit avec lui parce qu'il faisait de la musculation. C'était un militaire et un policier. Bon, il a fait les deux. Du coup, il avait toujours un entraînement. Il m'a amené à la salle. Je crois que je suis resté à la salle 1 ou 2 ans. C'était à l'étranger. Et après, j'ai commencé, tu sais, tout le monde, Franck Medrano, les Bar Brothers, etc. Donc, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui le street. Et bon, on commençait à faire des trucs un petit peu bizarres, mais ça se tournait plus vers le set and rep. Et je pense que ça fait 4 5 ans vraiment street lifting. Ok, d'accord. Alors moi, je me rappelle, au tout début, j'étais tombé sur ton profil, je sais pas si tu te rappelles, et Lift Trainer, ça existait pas du tout encore, j'avais un compte Ouais. perso. Et ton compte devait avoir à l'époque 200 abonnés. Et je t'avais dit, mais mec, t'as un niveau de fou furieux. Je sais pas si tu te rends compte. Et là, tu m'avais dit en mode, ah bon, enfin, ah ouais, c'est vrai, je suis fort. Enfin, tu t'en rendais vraiment pas compte. Et genre, c'était un truc comme, ouais, bah, c'est au tout début du street lifting. Tu t'entraînais dans un basic fit. Ouais, bah, tout le Euh, temps, Basic Fit, depuis que je suis en France, c'est basique. Et depuis, champion du monde, du coup, c'est vrai que c'est marrant parce qu'on voit souvent les mecs doués, ils sont doués quand même dès le départ. On voit qu'il y a un gros potentiel. Et du coup, ça s'est confirmé avec le titre de champion du monde. Donc, non. Ça me dit En quelque tout cas, chose parce que je parlais avec un Marco, mais du coup, je savais pas si c'était toi. c'était moi, ouais. Voilà. Et on avait discuté plusieurs fois, je crois, et on avait Ouais, même ouais, parlé de ouais. Station Dips, il me semble. Ah, peut-être, ouais. Ouais, Ouais, ouais. voilà, bah alors si, je me rappelle très bien. C'est juste, j'avais pas fait le rapprochement parce que je me suis dit peut-être qu'il y en a plusieurs, tu vois. Ouais. Il y en a Donc, qu'un, c'est ouais, l'unique. ça remonte. Je vais donner la parole à Enzo, qui a... Ok, donc toi après dans ta semaine d'entraînement et dans ta semaine en tant que coach, ça ressemble à quoi? Pour toi tes semaines, tes entraînements le matin, Ouais, bah alors moi je me lève toujours assez tôt. Là par exemple, tu vois, je me suis couché à 1 heure. Vers 7h30, 8h, je suis toujours réveillé naturellement. Donc je travaille jusqu'à ce que j'aille à l'entraînement, jusqu'à 10 11 heures, sur les retours de coaching, etc. Sur les réponses aux mails, tous les trucs comme ça. Je me prends pas trop la tête le matin. Après, je vais m'entraîner vers 10 11 heures. Après, quand j'approche d'une compétition, je vais y aller aux horaires de la compétition à chaque fois. Mais du coup, sinon, c'est 10 11 heures et jusqu'à 14 heures, entre 13 heures et 14 heures. Et c'est là où je fais mon premier repas. Je m'entraîne vraiment à jeun. Ah oui, d'accord. Ouais. Et je mange la première fois à 14 heures. Et après, bon, je me pose un petit peu et je vais retravailler, allez, 2 3 heures l'après-midi. Je fais des journées de 5 6 heures de travail tous les jours, vu que bon, on a les retours même le week-end, etc. Et après, le reste, je vais voir des potes, je fais des trucs, quoi. Ok. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? 5 fois.
5 fois. La plupart du temps, 5 fois. C'est arrivé 6, c'est arrivé 4, mais la plupart du temps, c'est 5. Et ça se décompose comment, les entraînements sur les 5 fois? Alors, c'est jamais la même chose, mais là, en ce moment, c'est des séances qui me plaisent bien. C'est-à-dire qu'on fait que du pull sur la première, que du push sur la deuxième, que les jambes sur la troisième, et après, on fait un full haut du corps et full bas du corps. Ok. Ok. Parce que du coup, toi, là, t'es coaché actuellement ou t'es en auto-coaching? Je suis coaché, ça prend trop la tête de se le faire soi-même, je trouve. Ok. Donc, je suis avec Ashura, qui est un des 2 coachs de la SWAT. Ok. Et est-ce que tu fais des séances 4 mouvements? Ça t'arrive, ça, ou jamais? J'ai horreur de ça. Je trouve que c'est beaucoup trop long et je peux pas rester en compétition. Ça a pour moi rien à voir parce que j'ai pas du tout la même mentalité. Je vais être, euh, je vais être, même si le squat il est un dernier, je vais être au max de ce que je peux faire ce jour-là. Donc j'ai pas du tout la même mentalité. On avait testé avant final rep et je faisais des échecs sur échecs mais à des charges ridicules. Hmm. J'avais échec à 185 ou 190 en squat, un échec à 37 en MU, des trucs que j'avais jamais fait pendant 6 mois. Hmm. Ouais, t'as pas du tout le même mood en Je compète déteste qu'à ça l'entraînement. et ça fonctionne pas trop en tout cas sur moi. Peut-être après c'est le format qui était pas bon, je sais pas. Mais du coup j'ai demandé à Shura vraiment de plus le faire. Ok. Ouais, c'est sûr. Et au Étienne? niveau de ton alimentation, du coup, tu as dit que tu mangeais seulement après ton entraînement. Donc tu fais un Ouais. jeûne intermittent. C'est quoi les... Enfin, depuis combien de temps t'es passé à ça? C'est quoi les avantages que tu trouves à ça? Et du coup, comment se décompose un peu ta nutrition sur la journée, sur la semaine? Alors moi je mange à 14 heures et après je mange pas trop tard le soir mais je mange à 19 heures donc je mange 2 repas par jour. Ça m'arrive avant l'entraînement de manger une pomme ou une banane, mais j'ai jamais de petit-déj. C'est pas pour faire le jeûne intermittent, mais petit à petit, en fait, c'est fait naturellement. Quand je mangeais, par exemple, derrière, je pouvais pas squatter parce que avec le bracing, t'as des relents, t'as des trucs. Franchement, c'est un petit peu embêtant. Donc ça s'est fait naturellement, petit à petit. J'ai pas mangé. Je croyais au début, je me disais, je vais pas avoir d'énergie, etc. Et en fin de compte, en mangeant rien, j'ai limite plus d'énergie. Je pense que la digestion, vu qu'elle se fait pas, je suis au top. Et vu que je mange beaucoup le soir, c'est mon plus gros repas. Je pense qu'il y a les restes de la soirée d'avant. Donc, ouais, je mange à 14, entre 19 et 20h30. Et après, plus rien. Je grignote pas, rien. T'es un solide. Et au Ok. niveau calories, t'es à combien en moyenne, tu J'en ai dirais? aucune idée, mais je Aucune pense idée? que je suis quand même bien parce que bah, l'huile d'olive, ma mère est bretonne, donc je mange aussi beaucoup de beurre. Ah, Mais je mange et très gras et beaucoup de légumes aussi, mais toujours assez gras, même si c'est moi qui cuisine, c'est pas du McDo ou quoi, mais il y a quand même pas mal de lipides. ok, Ok. donc on comprend maintenant d'où vient cette passion pour la bière. Hmm. Aussi, bon après ça c'était une image avant Final Rep. Maintenant bon, avant Final Rep j'abusais vraiment, mais là ça fait un moment quand même que je suis tranquille. Non, Ok. franchement, sur 2 repas, c'est chaud d'arriver à inclure les légumes, je trouve personnellement, d'arriver à inclure les légumes et d'avoir quand même assez de calories, assez de protéines sur la journée. Franchement, Alors c'est c'est moi cool. qui cuisine parce que ma copine par exemple cuisine quasiment pas. Après aussi elle travaille, elle a des plus grosses horaires donc c'est moi qui m'occupe de cuisiner. En plus c'est meilleur quand c'est moi qui le fais. Donc je fais souvent, même si quand je dis apéro c'est pas forcément un pastis avec des cacahuètes, mais tu sais 2 3 petits trucs à manger à apéro entrée quoi, faire une entrée. Après je mange le plat. Et en dessert, par exemple, je vais faire une salade de fruits et une brioche perdue parce que mon père m'a fait de la brioche la veille, tu vois. Ah oui, d'accord. Ok. Ça reste des gros volumes de bouffe et dispatché, je mange sur 1 heure, quoi, 1 heure et demie. Ah oui. Ok. Et en jour de compétition, est-ce que tu gardes ce schéma-là ou du coup tu Pas du modifies tout. complètement? Tu m'étonnes. Complètement. Moi, un jour de compétition, vu qu'on est à l'hôtel, le petit-déj de l'hôtel, c'est quand même quelque chose. Donc, je prends le petit-déj, je prends le petit-déj à l'hôtel et après, je le prends bien avant. Je le prends bien 2 heures et demie avant de commencer la compétition. Après, manger sur une séance haut du corps, ça me dérange pas. C'est-à-dire que je peux manger 30 minutes avant, même si c'est un gros petit-déj ou un repas. Par contre, c'est vraiment sur le squat, il faut que je fasse gaffe.
Ça me Ok. tue un petit peu le squat, je trouve. Ok. Justement, là, on parlait de Final Rep. On a vu que t'as fait Final Rep Italie. Quelle volonté tu avais derrière ça de prioriser cette compète étrangère entre guillemets à la FNSL? C'était par rapport à un planning au niveau des échéances ou autre chose totalement? Ouais, alors, FNSS, j'avais envoyé un message à Zod, je préfère la faire. Bien sûr, je lui ai parlé du retard, je lui ai dit que franchement, si c'était le même retard que l'année dernière, je pourrais pas le faire, parce que en tant qu'athlète, c'est vraiment dur à gérer, et c'est surtout chiant de finir, par exemple, ces squats si tu passes l'après-midi à 23h comme on fait les moins de 66. Donc ça, je lui avais dit, il m'avait dit que normalement, ça allait et tout, donc je lui avais dit que ça m'intéressait, mais quand j'ai vu la compétition SLI, donc Open Final Rep, en fait, ça tombe 6 mois et demi avant Final Rep, donc ça me laisse beaucoup de temps. Et vu que j'ai de la marge pour être sélectionné par rapport aux autres Français, bah, j'étais plutôt serein sur ça. Donc l'objectif, c'était juste de valider 500 pour être sûr de passer. Bon, ils m'ont pris 1,5 kg parce que le MU, ils me l'ont enlevé, mais voilà, c'était de valider 500 et juste d'être sélectionné pour avoir 6 mois et demi derrière sans pression à juste préparer Final Rep. Ok. Ok, ouais, donc c'est bien Et ce aussi, c'est que plus je me proche de dis. chez moi. C'est-à-dire que Ah moi, ouais? en voiture, j'y Ok. suis en 4h30 en Italie parce que bah, Toulon, Nice, etc., c'est tout à côté. Mais par contre, si je dois monter à Paris, c'est 5 heures de train. Mm. Et si je dois Ok, monter en ouais. voiture, c'est 10 heures. D'accord. Ok, ok. Ouais, c'est une question de praticité, quoi. Ok, Ouais, c'est ça de marche. l'organisation parce que pour emmener aussi le petit hammam, je sais que je suis un petit peu au-dessus du poids. Pour amener le hammam, etc., il faut que je paye un bagage en plus. Tu vois, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Ok. Ok. Et donc ta prochaine échéance, du coup, c'est Final Rep Europe Ouais, c'est ça. En en novembre, je crois, c'est 3-4, un truc comme ça. novembre. Ok. 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 Et en Italie, comment t'as trouvé l'organisation? Comment t'as trouvé l'ambiance et l'accueil des athlètes là-bas? Alors, il y a plusieurs choses. L'organisation, au niveau des passages, etc., il n'y a rien à reprocher. C'était vraiment parfait. Ça déroulait super vite. On était 24 en moins de 73, donc 12 et 12, mais 12 par catégorie, ça commence quand même à faire long. Mais la rotation se faisait super bien. En moins de 10 minutes, à chaque fois, on repassait. Ils respectaient bien les 1 minute, etc. Donc franchement, super rapide sur ça. Sur le jugement, un peu aléatoire. Les mecs, ils étaient un petit peu bizarres. Tu sais pas trop pourquoi t'étais rep ou non rep des fois, selon les athlètes. Mais par contre, les juges, par exemple, sur ce que j'ai trouvé bizarre, c'est mon 45, ce qui m'a choqué, parce que sinon, si les juges m'avaient mis non rep direct, j'aurais même pas regardé la vidéo, je m'en foutais. Mais c'est que les juges mettent rep, je vais m'échauffer aux tractions, 10 minutes après, on vient me dire, il y a un mec du staff qui t'enlève ton 45. Hmm. Ça, Ok. c'est chelou, tu vois. Et le mec, je lui dis, tu peux pas faire ça, les juges ont mis rep, etc. Ils sont là pour ça, ils ont pas demandé d'avar ou quoi que ce soit. Et le mec, il a dit non et tout. Et je commence à discuter avec lui, il me dit, tu veux discuter? Je te disqualifie. Et bon, bref. Du coup, Maxime, il m'a poussé, c'est Maxime qui s'en est chargé. Et bon, bref, ça c'était un peu un scandale. Et après, il vient me voir, il me fait oh, désolé, Nana, je sais pas quoi, mais t'es trop fort, du coup, on est obligé d'être plus sévère avec toi. J'ai dit, il y a aucun rapport. Bon, bref, donc sur ça, c'était. Donc ça, sur ça, c'était un scandale. Donc moi, j'ai fait mon retour à Tonio parce que Tonio m'a demandé un retour. Donc j'ai essayé d'être le plus objectif. Je vais pas, mais je lui ai expliqué les faits comme ça. Et après, au niveau de l'ambiance, t'avais l'impression les mecs, ils avaient jamais vu de SL dans le public, alors qu'ils venaient pour les mecs qui soutenaient, mais t'avais quasiment aucun encouragement. Genre, c'était très plat en termes de, il y avait pas de musique, pas d'encouragement. Ok. Genre, mis à part l'organisation, c'était l'organisation et bien sûr la zone de chauffe qui était incroyable. C'était un petit peu mauvaise compète, on va dire. Et donc, sur ce dernier muscle-up, c'était quoi qui n'allait pas pour le juge en question? Selon lui, je keep. Alors, certes, il y a une petite flexion de jambe, de hanche, pardon, qui arrive à un moment, mais elle arrive à un moment où je tourne autour de la barre. Donc, moi, c'est ça que j'ai pas compris. Mais du coup, il a passé, quand je dis 10 minutes, c'est vraiment, il était 10 minutes sur son écran. Ils m'ont expliqué à mettre au ralenti le plus bas Hmm, possible pour regarder s'il y avait ouais. les hanches qui avançaient, quoi.
Eh ben, et tu sais quoi, j'ai une question à te poser par rapport à ça, parce que justement, on a eu le cas ce week-end avec FNSL Grand Ouest. Est-ce que tu penses que, parce que moi, ça, c'est une question que je suis en train de me poser. Alors, on prend souvent comme référence le power, parce que bon, c'est Mm. pratique, on va dire. Mm. Et en power, il y a 3 juges, mais en fait, il y a pas de, ils sont pas là avec leur téléphone à filmer, ou il n'y a pas de retour vidéo. Alors qu'en streetlifting, on le fait souvent. Est-ce que justement, à cause de ces problèmes-là, du fait qu'on puisse ralentir les vidéos, on voit le moindre détail. Je repense à ce week-end, par exemple, sur un dips, où il y avait une, une redescente au ralenti, mais qui était en vitesse réelle indécelable. Est-ce que tu penses qu'il faudrait justement arrêter avec les prises de vidéo et se fier à la vitesse réelle et au jugement sur l'instant des arbitres, ou mettre en place à chaque fois des retours vidéo? Bah, moi, je suis pas contre la VAR parce ça permet quand même d'avoir un deuxième jugement si jamais il y a contestation. Ouais, c'est Je ça. pense que sur ça, ça peut être pratique parce que sans contestation, bah voilà, les juges, c'est euh, c'est comme si c'était Dieu, ils disent oui ou non et c'est terminé, quoi. T'as rien à dire. Et alors après, t'as pas à parler avec les juges, mais il y a toujours des abus. Il y avait eu au JO un Français qui était super bon en boxe et par exemple les juges vu qu'ils pouvaient pas voir sa gueule, eh ben, ils lui mettaient toujours deuxième place ou troisième place. C'est arrivé plein de fois dans certains sports. Donc la VAR, je suis pas forcément contre. Par contre, il faut vraiment qu'on se stabilise sur des règles strictes, qu'il y ait des juges qui soient formés, je pense, et qu'on ait cette zone d'acceptation où, voilà, on va pas passer le truc au ralenti. On peut mettre un arrêt sur image pour l'amplitude, mais on va pas passer au ralenti en x02 pour regarder une Hmm. rep. Si c'est imperceptible à l'œil nu, je vois pas pourquoi le mec, Ok. on irait le voir à 0,2, tu vois. Ouais, donc ouais, t'es d'accord avec moi. Dans un premier temps, en gros, ce qui valide la rep, c'est bah, les yeux, ce qu'on voit sur l'instant, Ouais, bien et sûr. en dernier recours, la vidéo, quoi. Ouais. À Final Rep, c'était Mm. super bien. Les trois juges qui vont se concerter sur l'écran, mais qui se concertent pas, mais qui vont voir l'écran et qui mettent oui ou non en fonction de l'amplitude, parce que souvent c'était ça le doute. Ouais. Ok. Ouais, parce qu'après aussi, le fait que les juges se concertent aussi, ça change. Normalement, c'est interdit. Ouais, c'est ça, et c'est que du coup, il y en a un, il va dire, ah bah pour moi c'est no rep, mais un autre il hésite, bah forcément l'autre il va dire c'est no rep, donc Mm. déjà c'est Ouais. mort quoi Ouais, pour- surtout, un truc qu'on fait en street, c'est qu'il y a des juges qui sont rédhibitoires. C'est-à-dire que si tu as un rouge et deux blancs, Mm. et qu'il y a un juge qui te met rouge parce que c'est le menton qui passe en traction, ça paraît logique vu qu'il y en a qu'un. Mais en power, même si la dep elle est pas bonne, s'il y a deux blancs, normalement t'es ok. Ouais. Ouais, ouais, il y a des trucs à encore améliorer par rapport à tout ça, ouais. Mm, Et c'est 10 clair. minutes après, t'as pas un mec qui vient te voir en zone d'échauffement, ouais, bah t'es no rep. Un mec qui fait pas Ouais, partie des ça, juges. par contre, ça, c'est chaud, ça. Surtout avec trois blancs. C'est même pas un rouge, deux blancs ou quoi, c'est trois blancs. Ouais. Ok. Ouais, même pour Ouais, ta mais parce prépa que t'es trop mentale. fort aussi, c'est pour ça. Ben non, mais à la limite, ça me fait plaisir, mais t'es trop fort, donc faut être plus sévère avec toi. Ouais, bah, ok, bah alors, un mec qui vient, qui a 2,5 en MU, tu le laisses plier les jambes et tout, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça me fait un peu penser ce débat à la marche rapide, où en marche, théoriquement, du coup, t'as pas le droit d'avoir les deux pieds en l'air au même moment. Et du coup, la règle sur les compètes de marche rapide, c'est si à l'œil nu on le voit pas, c'est bon. Si à la caméra au ralenti on le voit, mais qu'à l'œil nu on le voit pas, là, t'as le droit de décoller les deux pieds. Ça veut Oui, mais dire après, qu'il se voilà, laisse si seulement le jugement humain, quoi. le Ok. jugement humain, mais qui est quand même bien parce que ça veut dire que le mec, s'il décolle, il décolle une microseconde, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Mais pour tu sais, la définition de la marche, comparée à la course, Oui, c'est bien sûr. d'avoir toujours un appui. Et c'est marrant du coup de jouer là-dessus. Ouais, Sur, ouais, il faut juste marcher vite et du coup, t'as le droit de courir si ça se bien voit sûr. pas. C'est bon. Et, et donc, je voudrais juste revenir sur une anecdote sur Final Rep Italie, bah, parce que c'est marrant. C'est Non, le port du singlet. c'est pas drôle du tout, ça. Moi, Ça, je c'est suis un venu au traumatisme. podcast juste pour ça. Je savais que ça allait sortir. C'est un traumatisme, un petit peu. Non, en vrai, j'avais dit que je le mettrais jamais. Deuxième chose, c'est j'ai parlé avec l'organisateur.
Il m'a dit, les shorts, c'est bon, etc. Donc, nous, on vient avec la tenue SWAT, vu qu'on a les tenues full SWAT, etc. Donc, en principe, on est obligé de mettre ça. Et arrivé au squat, barre de Lionel refusé parce qu'il met trop de temps et il a pas de singlet et il est en short. Moi, bah, j'ai pas le temps de trouver un singlet en 2 secondes. Je passais derrière ou 2 personnes derrière Lionel. Donc forcément, on peut rien faire. Je viens de m'embrouiller avec le mec pour le muscle-up, il me disqualifie, etc. J'avais pas lui laissé le plaisir de laisser un Italien finir premier. Donc, je vais voir un athlète italien, je lui demande son singlet et je le mets pour faire mon squat. Ouais, parce que là, du coup, c'était obligatoire, hein, du coup, pour le squat. Non, c'était short, ils ont dit short, mais en fait, pour eux, un short, c'est un cuissard, quoi. Ah, d'accord. Ok. Un Oh truc de la cycliste. vache. C'est un Ok. short d'italien, quoi. C'est... Voilà, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit Maxime. Il lui dit, mais en Italie, les shorts, il y a que ça qui existe ou... Parce que quand on te dit short, c'est ok, normalement, short, c'est ok, tu vois. Ou sinon, tu précises. Oh purée, excellent. Euh, ok, donc là, on a fait un petit peu le tour de la première partie du podcast sur le côté athlète, et maintenant on va rentrer un petit peu dans le côté coach Aubin. Coach Chopin. Et justement, Aubin, bah, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir coacher? Alors moi, j'ai toujours voulu travailler dans le sport. Euh, de base, je sais pas si vous savez, mais en 2022, j'ai arrêté le street lifting parce que j'avais des problèmes de santé que j'ai depuis que je suis né, hein. C'est juste un traitement qui me fallait. Mais du coup, vu que je suis suivi par un cardiologue, etc., au début, on me refusait de faire des études dans le sport. On me refusait même de faire du sport, hein, de base, sport de force, etc. Euh, mais du coup, j'ai toujours voulu faire ça. Au début, je fais la première année de PACES pour essayer de faire kiné du sport et contourner le truc pour aller quand même dans le sport, sans avoir, même s'il y a du sport en kiné, je crois, mais voilà, pour avoir un pied dedans. Et en fait, après, je vois que c'est impossible parce que je m'entraînais tous les jours. PACES, c'est impossible si tu fais ça. Donc, euh, donc franchement, j'ai pas voulu mettre le sport de côté pour un concours où je savais même pas si j'allais pouvoir le réussir. Bon, après, j'ai eu des trucs, j'ai fait pâtisserie, etc. Et j'ai réussi à m'inscrire en STAPS. J'ai fait 2 ans de STAPS parce que ma fac avait des spécialités que dans les sports classiques à Toulon. Donc, c'était tennis, foot, handball. Tu avais ta carte pro que dans ces sports-là. Donc, il n'y avait pas musculation, haltérophilie, force athlétique. Donc, derrière, j'ai fini. En plus, ça tombait en pleine année Covid. Donc, je suis parti en BPGEPS juste pour avoir ma carte pro et finir ça, pas pour avoir une carte pro. J'aurais eu tennis ou escalade, ça me servait à rien. Donc j'ai toujours voulu, depuis que je suis petit, moi, depuis mes 3 4 ans, dès que je marche, j'étais inscrit en club de sport, tennis, taekwondo, golf, j'ai fait plein de trucs. Ok. Et Ok. justement, là, tu nous parlais de tes soucis de santé, là. Est-ce que tu peux en parler enfin, Oui. c'est quoi ce que tu as au cœur? J'ai des malformations, Ok. j'en ai une cardiaque, mais 2 qui sont au niveau de l'aorte, donc à la sortie du cœur. Moi, ce que j'ai, c'est une bicuspidie, donc si les gens ils savent, c'est que tu as 2 valvules à la place de 3 pour expulser le sang. Donc normalement, on a une bicuspidie au niveau pulmonaire, il me semble, mais moi, je l'ai aussi au niveau de l'aorte, ce qui est problématique, même si moi, j'ai aucune fuite, aucun problème là-dessus, c'est que en principe, c'est fait pour recevoir moins de pression. Donc l'aorte, c'est celle qui a le plus de pression. Et du coup, ça dévie un petit peu le flux sanguin et ça vient taper contre la paroi. Et le truc, c'est que ça fait un anévrisme, donc ça agrandit l'aorte. Donc moi, je sais que plus tard, je devrais repasser sur une table d'opération et qu'on devra consolider ça ou en mettant une autre sortie ou en mettant c'est une genre de gaine autour, tu vois. Et après, bon, Ok. derrière, j'ai une architecture bizarre de l'aorte. À la place de faire un arc de cercle, elle va faire un genre de carré avec un rétrécissement à un endroit. Et du coup, ça fait que si je prends pas mon traitement, qui sont des bêta-bloquants, donc c'est pour réduire la pression artérielle, j'ai de l'hypertension qu'à l'effort. J'ai très peu de tension, même au repos, quand j'ai pas mon traitement. J'ai 10, 11, parce que mes parents, etc., on a des très petites tensions, très sportifs, donc c'est pour ça, je pense aussi. Mais à l'effort, ça montait à... Il m'a arrêté avant la fin du test et j'étais déjà à 32, je crois. Waouh! Donc Waouh! là, Oh la maintenant, avec le vache! trait, à titre de comparaison, un athlète, normalement, c'est 20, Ouais, 22, un c'est truc ça. comme ça.
Ouais. Et là, maintenant, avec le traitement, je suis à 16. Donc, c'est-à-dire que je suis quelqu'un au repos qui a un peu d'hypertension, quoi. Ok. À Ok. l'effort, je suis moins haut qu'un athlète. Et pour l'instant, ta pratique, elle impacte pas négativement cette pathologie? Non, parce que c'est trop sur des trop courts laps de temps. C'est-à-dire que c'est Ok. une usure qui va se faire vraiment très lentement. Entre le moment où je suis né et maintenant, on regarde tous les ans, je prends la même, comment dire, dimension supplémentaire. Donc, c'est à peu près 1 millimètre de circonférence supplémentaire. En plus, il y a même des années où, en faisant du street lifting, j'ai pas pris. Je suis resté très stable à ce niveau-là. Donc, elle m'a dit que les études prouvaient qu'il n'y avait pas d'augmentation significative avec un sport comme ça. Ok, Ok, donc très le bien. street lifting en sport bien-être bientôt. En sport santé Ouais, même. non, on va pas dire ça, mais en général, tous les sports, voilà, n'augmentent pas cette pathologie-là. Ok. Ok. Ok, et est-ce que du coup tu limites les choses comme la caféine, la théine, des choses qui pourraient augmenter un peu le rythme cardiaque et la pression artérielle temporairement ou... Moi, j'aime bien le café. Après, je prends pas 4 cafés par jour. J'en prends un quand je me lève. Je le prends même pas forcément pour le sport. C'est juste parce que j'aime bien ça. J'ai pas de problème à boire du déca si je dois boire du déca, mais j'ai la chance d'avoir un cœur qui est très sportif, je pense, grâce à mon père, etc. Parce que quand j'ai mes montres ou quand moi je fais des tests des fois pour voir ma pression artérielle et mes battements cardiaques, la nuit je tombe à 30 en dormant. Donc ça conserve énormément cette pathologie aussi, tu vois. Au repos, je suis très bas. Quand j'étais en cours, j'avais eu la machine, j'étais à 40 ou 38 en cours de STAPS, en train d'étudier. Donc c'est des battements cardiaques qui sont très bas, même sans le traitement, et Bah des oui. tensions qui sont très basses aussi. Hmm. Ouais, c'est vraiment... Et un truc qui va te faire plaisir, c'est que par exemple, plus t'es énorme dans l'évolution animale, plus un animal est gros, plus il a un battement cardiaque faible. Donc ça veut dire qu'un lion, il aura un battement cardiaque beaucoup plus faible qu'une petite souris. Donc t'es Ah oui, plus, oui, ben, t'es plus un lion qu'une petite souris. Voilà. ah, super. Je peux être aussi un éléphant ou un rhinocéros, hein. Un hippopotame. Ah, voilà. Donc justement, on parlait de tout ce qui était coaching. Est-ce que aussi tu coaches en présentiel ou pas du tout? Alors j'ai arrêté, ça m'a beaucoup énervé, je dois dire. En fait, je travaillais en salle premium à Marseille. euh, et franchement, bon, déjà premium, je suis pas sûr que ce soit le terme, mais vu que les gens qui venaient, voilà, c'était plutôt des gens aisés, c'était dans un quartier très riche. euh, Franchement, c'était un scandale. Les mecs, je sais pas combien ils gagnaient, mais il y avait des médecins, etc. Les mecs, ils arrivaient 20 minutes en retard. Toi, après, derrière, t'as pas le temps du coup, faut décaler le mec d'après alors qu'il a rien demandé. Des fois, ça vient pas. Ça te prévient au téléphone. À l'heure pile où t'as ton coaching, toi, t'es venu à la salle, t'as fait le déplacement. Ouais. Ouais, bon, bah, je peux pas venir. Bah, moi, c'était insoutenable. C'est-à-dire que j'étais à deux doigts à chaque fois de les insulter et c'était plus tenable. Et vu que je voyais que le coaching en ligne, ça marchait bien, je me suis dit, je vais me détacher de ça. En plus, je suis pas super fanat du monde et de la ville, donc Marseille, c'était vraiment un enfer pour moi. Je suis parti à la campagne et je fais que du en ligne. Ok, ouais. Ouais. Ah bah nous aussi, ça nous a vite gavé le présentiel avec Enzo là. Mais ouais, c'est marrant parce que bah on retrouve ça partout, hein. C'est partout que ça se passe comme ça, hein. Mm. Même toutes les populations. Moi, j'ai coaché à Basic Fit. Enzo, il coach encore pour le moment là-bas, mais ouais, c'est tout le temps la même chose. C'est les gens. Alors, faut pas non plus faire des généralités. Il y a des Non, il y en gens avait qui qui étaient sont très très bien. bien. Mais en fait, c'est vrai que ça peut te plomber vite une journée parce qu'il y a tellement d'investissements personnels. Ça demande des fois aussi tellement des ressources mentales et tout, d'implication en fait, que bah, t'es forcément déçu quoi. Quand les gens, tu vois que toi, tu t'investis pour leur progression et qu'il n'y a pas de retour parce que bah soit ils arrivent à la bourse, soit ils annulent au dernier moment, ou même ils te disent ah bah ouais ce week-end ouais petite chouille avec les potes et tout, Mm. alors qu'ils ont un objectif
de perte de poids et tout, et que tu vois qu'ils font rien à côté, ça rend fou, quoi. Bah ça arrive même en ligne, des mecs que je vois sortir parce que je les ai sur Insta, des coachings à moi. Bon là pour l'instant je l'ai plus, mais que ça sort en boîte et tout, et il me dit je veux faire les France. Ben non, tu n'iras pas faire les France. Et les mecs en face, ils s'entraînent 4 fois plus que toi, et surtout ils se couchent pas à 4 heures du mat à 3 grammes. Ouais. Mais moi en présentiel, en fait, il y avait même ce truc où je me sentais inutile parce que, par exemple, on était dans une salle premium, donc je crois que les tarifs étaient un petit peu plus élevés qu'à Basique. Il me semble que vous, ça tournait, bon, c'est vous qui déterminez, mais je crois que c'était 40, 45 euros, un truc comme ça. 50, Ouais, 50 Moi, dollars. 50. Ouais. Bah, nous, c'était entre 60 et 70, donc ça fait quand même un budget. Et on avait l'obligation de mettre tous les mêmes tarifs, parce que pour pas faire de concurrence au niveau du tarif. Donc, les gens, par exemple, qui travaillaient, il y en avait deux, trois qui travaillaient à Leclerc, etc. Même si tu peux très bien gagner ta vie à Leclerc, c'était directeur, mais là, c'était pas le cas. Elle a pas de budget, elle veut venir 2 fois par mois. Tu lui fais sa séance, tu lui fais sa semaine, tu lui dis, bah, faudrait que tu viennes 2, 3 fois par semaine, que tu fasses ça, parce que de toute façon, tu pourras pas me payer plus que 120 euros par mois. Mm. Et en fait, tu la vois toutes les 2 semaines, mais c'est les 2 seules séances que tu fais avec elle, quoi. Ouais. Ouais, bah, ça, on l'a vécu aussi, ouais. Carrément. Je vois exactement ce que tu veux dire. Hein. Et on a, Enzo, nous, il un en peu la a même lourd. chose en kiné, hein. Ah ouais. Ouais, bah oui. Parfois, on voit des Kiné, gens oui, qui c'est ont encore. ouais, qui ont un emploi du temps blindé. Nous aussi, on est chargé. Et ils viennent une fois toutes les 2 semaines ou quoi. Ils font rien à côté. Donc forcément, bah, ça avance pas. Mais voilà, c'est peut-être juste que c'est pas leur priorité sur le moment. Ils essaient de faire l'effort, mais en fait, pas assez. C'est déjà bien de commencer, de lancer la démarche. Et après, voilà, peut-être qu'au bout d'un moment, ils vont évoluer ou prioriser ça. C'est peut-être un passage de la vie où bah, ils ont des problèmes à côté, je sais pas. Non, mais c'est parce qu'on leur a dit, si t'as une tendinite, faut du repos et de l'ibuprofène. Ah putain. J'ai j'ai un médecin qui m'a mis alternance de chaud-froid, absolument pas d'exercice en résistance. Enfin, un truc. Et tendinite du deltoïde. J'ai jamais vu de tendinite du deltoïde de ma vie. Je pense que ça existe quasi pas. Ah, incroyable. Et au final, c'était pas ça. Du coup, en licence, c'était réglé parce que c'était pas une tendinite. Ah ouais, il y a des trucs de fou en kiné. Ouais. Et justement, bah, tu parlais des trucs qui t'avaient moins plu en présentiel. Est-ce que aussi il y a des choses en ligne, et notamment dans le coaching street lifting, qui t'agacent un peu ou sur lesquelles tu n'es pas forcément d'accord? Des choses aussi que tu peux voir à l'extérieur, par exemple avec d'autres professionnels du domaine ou Alors moi, au sein de ce que je fais, moi, ce qui peut m'agacer, c'est les gens, par exemple, qui font pas de retour. Mm. Voilà, Ouais. parce que même si ça me fait du travail en plus, bah pareil, le mec, même pour vis-à-vis de lui, je me dis, putain, il paye, il fait pas de retour, quoi. Et surtout que c'est des budgets, t'es à plus de 150, 180 euros, donc au bout d'un moment, bah après, c'est son problème. C'est ce que je me dis au final. Moi, je lui fais ses séances, s'il veut pas envoyer ses retours, il n'envoie pas ses retours. Dans le coaching en street lifting, après, au-delà, je pense qu'il y a un petit peu tout le monde qui se lance dedans comme ça, Mm. sans avoir trop de connaissances. Je parle pas des gens qui n'ont pas forcément de diplôme, parce que au vu de la gueule du BPGEPS que j'ai fait, ça veut pas dire grand-chose à part te donner le droit de pratiquer, bien sûr. Mais quand je vois les gens qui sont sortis de BPGEPS, ils devraient même pas avoir le droit de faire du coaching. Quand je vois ma classe, ils ont accepté un mec qui est pas venu pour avoir 100% de réussite. Ils ont accepté un mec, ils lui ont validé son année, alors qu'il est pas venu au rattrapage. Ah oui. Donc quand je vois des trucs comme ça, moi ça me rend fou. Mm. Après, c'est Marseille bébé, hein, comme on dit, ils sont tranquilles, ils font leur truc. Mais bon, bref, c'est un scandale. À Marseille, c'était un scandale, moi, le truc que j'ai fait. Euh, mais après, tout le monde, c'est-à-dire que, en fait, je comprends pas les gens. C'est pas la faute des gens forcément qui se lancent dans le coaching, qui ont pas de diplôme, mais c'est que je me dis, moi demain j'ai envie de faire ma terrasse, je vais pas appeler un boulanger. Mais Mm. pourquoi tu vas avoir pourquoi tu vas avoir un ingénieur info qui est dans son bureau toute la journée juste parce qu'il a un MU à 30 pour te donner des cours de sport ou des coachings en ligne, tu vois? C'est qu'en Mm. en fait le coaching c'est vu par tout le monde comme le truc que tout le monde peut faire. ouais, Ouais. c'est ça. Ouais.
Alors que c'est un métier, hein. C'est pas juste un petit loisir de coacher des gens, quoi. C'est un Ah métier. oui. Mais c'est comme les mecs de BPGEPS qui sortent et qui mettent préparateur physique. J'ai envie de leur dire, t'as fait les 5 ans en STAPS pour être préparateur physique? Toi, tu vas pas faire le préparateur physique de l'équipe de France, c'est pas possible. Les mecs, c'est comme tout. Mais même au sein du BPGEPS, il y en a qui font du coaching alors qu'ils ont la mention, ça existait même dans ma salle, ils font du coaching alors qu'ils ont la mention cours collectif. Ouais, ouais. C'est la même chose. Il connaît, ça se trouve beaucoup moins qu'un mec qui s'entraîne juste tout seul, tu vois. Mm. Hmm. Ouais. Mm. Ouais, c'est ça le souci, c'est que comment dire, les prérequis pour être coach aujourd'hui, bah, c'est une bio Insta, quoi. Mm. Voilà. Ouais. Avoir un physique. Et des Avoir perfs. un physique ou des titres. Après, je me doute qu'un mec, je préfère quand même prendre un mec qui a des titres, qui a pas de diplôme, et même si ce sera peut-être pas le summum, etc., parce que voilà, qu'un mec qui sort de mon BPGEPS, tu vois. Mm. Hmm. Ah, carrément, bah ça, on l'a tous vu aussi. Après, Étienne, toi, je pense pas, c'est quand même beaucoup plus sélectif les études de kiné. Mais nous, on en a vu. Moi, j'ai vu des gens en BP bah, qui voulaient être coach en muscu, mais qui n'avaient jamais fait de muscu avant. Ouais, c'est ça. Je comprends Moi, pas. ils ont commencé l'entraînement quand ils sont rentrés avec moi Ouais, Ouais, exactement. bah nous, c'est ça aussi. Et les mecs, Nous- tu leur dis c'est quoi, je sais pas, ils connaissent même pas les pourcentages, même si c'est pas fiable à 100%, mais tu leur demandes d'apprendre un truc, bah, ils savent pas. Ils savaient rien en fait. Même la natte, on n'a rien fait en BPGEPS. Heureusement que j'avais fait STAPS et une année de passesse avant, parce que sinon, c'était un calvaire. Mm. T'apprends rien. Allez, on sait où il est l'humérus, c'est bien. On passe à l'autre. Nous, en kiné, c'est un peu particulier parce que la kiné du sport, c'est que une des branches dans la kiné. Et moi, par exemple, j'ai fait kiné à Bruxelles. Et en fait, on avait 5 à 6 heures de sport obligatoires toutes les semaines. Et en fait, on a testé plein de trucs, le foot, la muscu, la natation, le trail. Donc on a fait plein de trucs. Et en fait, on était obligé d'avoir un niveau minimal dans tous les sports. J'ai pas validé le foot, c'est la seule matière que j'ai pas validée. Voilà. Et Voilà. du coup, ça nous mettait au moins, ça nous a accumulé de l'expérience dans tous ces sports. Donc ça, c'était très très cool. Mais par exemple, quelqu'un qui veut, je sais pas, qui veut faire de la kiné pédiatrique pour des enfants qui ont des problèmes neurologiques centraux, donc au niveau du cerveau, etc. Bah forcément, savoir faire un squat chargé, ça va pas lui apporter grand-chose. Donc c'est pour ça que la kiné, c'est un peu particulier parce que c'est vraiment très très vaste. Mais par contre, quand tu sors de ton diplôme de kiné, moi je pense que l'école que j'ai faite, c'est une très très bonne école. Et pourtant, dans le sport, tu connais rien du tout en vrai. Si t'as pas Ah ouais. cherché à côté, si tu fais pas des formations à côté, si tu te renseignes pas avec des podcasts, tu pratiques, etc. Franchement, t'es zéro, quasi zéro. Ouais. Mais en STAPS, c'est pareil aussi, hein. Moi, en tout cas, je parle du mien. Il y en a qui sont très bien, comme je crois que Lyon est bien réputé. Montpellier, c'est incroyable apparemment, parce qu'ils ont tout le complexe force athlétique. Ouais. Ils ont aussi la psychologie du sport qui est mise à côté. Donc il y a tout vraiment qui est super super sympa. STAPS, nous en théorie, on était, mais la natte, t'avais l'impression d'être en médecine. Psychologie du sport et tout, c'était super intéressant, bioénergétique et tout. Mais en fait, t'as jamais de mise en application. Du coup, en fait, tu l'oublies. L'année d'après, tu l'oublies parce que tu sais pas à quoi ça te sert en fait dans ta pratique. Et tu fais pas de muscu, tu fais pas de force. En muscu, tu y vas 2 fois dans l'année et on te demande de faire des dips ou des trucs bizarres. Donc, allez hop, ça saute. Et en fait, voilà, tu fais du sport, de la théorie, mais jamais il y a une corrélation entre les deux. En tout cas, pendant la licence, c'était très compliqué, quoi. Hmm. Ok. Et après, bah, Et, c'est l'expérience qui fera le taf, le travail perso par la suite qui fera la différence entre quelqu'un qui va devenir bon et quelqu'un qui va stagner. Ou... Ah bah, j'ai plus appris en lisant même des livres de poche que Olivier Bollier avait fait sur l'approche moderne ou quoi, sur le tempo, etc. Là, même ce petit livre, il m'a plus appris que Staps en coaching direct, je veux dire. Oui, ouais. c'est ça, sur la pratique pure Voilà, de c'est ta. ça. Mais voilà. Mais c'est tout quand même un bagage théorique Bien et sûr, un peu bien pratique sûr, bien sûr. que t'as qui est très solide. Et du coup, après, t'ajoutes des petits trucs qui feront la diff. Ouais, on est d'accord. Exactement. Mais si tu le laisses comme ça, tu peux rien faire, quoi. Ouais, je suis d'accord. Pareil en kiné. Carrément.
Et du coup, toi, c'est quoi ta vision long terme du coaching? Parce que du coup, là, tu vis 100% du coaching en ligne. Est-ce que plus tard, t'aimerais garder du coup ce 100% coaching en ligne, retourner sur des choses un peu plus générales, ou juste rester spécifique dans le street lifting Alors pour l'instant que je peux rester dans le street lifting, pour l'instant c'est ma pratique. Je vais pas faire ce que je dis que de pas bien sur les autres personnes, c'est-à-dire que je vais pas coacher un power, alors que même si bien sûr l'approche de la force etc peut être la même au niveau de la programmation, l'approche technique d'un développé couché je l'ai pas aussi bien qu'un power. Et comme lui n'aura pas l'approche technique et ça se voit d'un muscle up ou d'une traction parce qu'ils y pitent rien. Eux, ils font ça en mode muscu, ils font des 3x10 en ralentissant la descente, et ils se permettent de coacher du street lifting alors qu'ils n'ont jamais testé. Bon, du coup, Soulé, il sort totalement de ça, vu qu'il pratique le SL. Mais moi, je trouve que quand je vois, ben, je veux pas frapper sur des gens en particulier, mais les OPT avec Théo ou Alix, en Mm. tirage, en dips, ça peut être peut-être transférable. Et squat, ils sont sûrement même meilleurs que moi, ça y a pas de souci. Mais en tirage, en fait, techniquement, il y a rien qu'à changer sur 2 ans de coaching, tu vois. Et en plus, ils ont leur vision de powerlifter. Du coup, en fait, tu as des séances jambes à rallonge avec des renforts pendant 150 ans. Et derrière, nerveusement, tu es à plat pour faire un muscle-up ou tes séries de traction. Et le volume, il n'est pas du tout adapté. Eux, ils ont 3 mouvements qui se ressemblent, où il y a peut-être des transferts, etc. Sur le soulevé de terre squat notamment. Et pas trop de fatigue accumulée sur le développé couché. Mais nous, ça marche pas, ça peut pas marcher pareil. Mais moi, Ouais. alors, du coup, j'ai pas du tout répondu à la question. Ouais. Euh, donc, du coup, non, je dirais pas faire autre chose tant qu'en tout cas je l'ai pas pratiqué. Si après je deviens expert en power plus tard, peut-être, ou dans un autre sport, ça y a pas de souci. Pour l'instant, j'aime bien le street lifting. Je sais pas si je vais rester coach toute ma vie. Moi, le but, c'est voilà, c'est de travailler pour l'instant tant que je suis athlète. Après, si ça me plaît encore et que je veux monter un truc, l'objectif, ça serait peut-être de faire bah, comme Lift Trainer ou OPT ou justement ce serait une stratégie, un groupe de personnes qui prend des athlètes en charge, etc. Ça serait stylé de faire vraiment une structure comme ça, parce qu'après je vais pas rester athlète toute ma vie, je le sais. Mais pour l'instant, non, j'ai pas envie de changer. Je reste sur full en ligne et j'irai jamais sur du présentiel, je pense encore une fois. Ok. Je le fais très rarement du présentiel. Quand je monte à Paris ou quoi, il y a des gens des fois qui demandent. Et je fais allez, 2-3 séances par an, quoi. Ok. Ok. Ouais, ça t'a vacciné comme nous le présentiel. Ouais, mais en plus, ceux qui me contactent pour ça, souvent, ils sont beaucoup plus motivés, donc c'est un plaisir d'y aller. Je fais payer plus cher parce que j'y reste pas 1 heure. Et souvent, je fais une séance 4 mouvements sans le mettre dans le mal ou quoi, mais c'est juste pour les points techniques. C'est pas pour le coacher justement sur de la progression Ouais. en force ou Ok. quoi. Ouais, c'est un gain de temps de ouf par rapport au en ligne, hein. Là, tu Mm. peux vraiment. Ah bah quand je vois mes clients, je corrige 10 fois plus vite que quand c'est en ligne. Ouais, Mm. Ouais, et carrément. puis t'as anticipé du coup une question que je voulais te poser. Donc la question c'était est-ce que en 2024 c'est encore intéressant de se faire coacher par des coachs powerlifting avec la multitude maintenant de coachs spé street lifting qu'il y a. Je voulais poser cette question parce que c'est vrai qu'il y a allez 2 ans, tu remontes 2 ans en arrière, il y avait très peu, bah quasiment pas en fait, de coachs spécialisés en street lifting. Et du coup, bah, souvent, les gens se tournaient vers des powerlifters, powerlifteuses aussi d'ailleurs. Et maintenant, bah, j'ai l'impression que ça, c'est plus trop d'actu, que maintenant les gens vont automatiquement vers des coachs spécialisés. Mais du coup, bah, toi, tu as l'air de rejoindre aussi Oui, cette après vision. voilà, moi j'ai pas de problème à aller voir un power, c'est-à-dire que moi je dis que au PT par exemple, au niveau du bon, maintenant il y a Alix, c'est différent. Il y a une branche street lifting comme a voulu faire Soulet avec Raoul au début. Donc il se diversifie justement pour être plus légitime et je pense que c'est une bonne chose. Mais moi j'aurais pas de mal à aller voir Alexis par exemple parce que je pense que techniquement sur le tirage euh, mis à part peut-être un Ashura ou quoi qui peut voir des trucs que moi j'aurais pas fait attention, bah il y a pas grand monde qui va m'apporter, même si c'est dans le SL, je pense que j'ai bien étudié le mouvement, etc. Mais par contre,
pour aller chercher un gros squat et du coup mettre un petit peu de côté le reste pendant un moment, ça peut être intéressant par exemple d'aller voir un power parce qu'on a quand même des bridges qui se forment et même sur des techniques sur le dips. Alors je parle pas de techniquement le mouvement lui-même, mais la gestion du volume avec le squat, etc. J'aurais pas de mal à aller voir un power, mais dans cet objectif-là, pas pour juste faire du SF. Ok. Donc, est-ce que, bah, alors la deuxième question, ça serait, est-ce que maintenant il y a des coachs assez compétents dans la globalité des mouvements, ou en fait il y a encore des, comment dire, des manques de connaissances, on va dire, au niveau notamment du squat. Moi, le squat, je trouve que quand je dis que je le connais moins bien qu'un power, c'est sûr parce que la plupart des gens le pratiquent depuis super longtemps et bien sûr, ils ont tout ce qui va autour, les études, etc. Après, j'ai quand même lu des bouquins sur le squat, sur le power, etc. Bon, en plus, ça faisait partie de la formation quand on a suivi en BPGEPS, etc. Mais, euh, mais je pense qu'en SL, ce qui est le plus important, ça va être quand même le haut du corps. Et, euh, et le squat, on a quand même assez pour, en tout cas j'ai assez pour le coacher et techniquement être bien sur la personne. Je pense pas avoir énormément de différence avec un OPT, juste que lui ça fait peut-être plus longtemps. Il a fait aussi Montpellier en STAPS, donc il a été plongé dans une sphère de force athlétique. Donc forcément il est mieux sur ça, mais après, après, faut voir le pour et le contre. Si tu, derrière, t'as aucune maîtrise technique des trois mouvements haut du corps, ça sert à rien. Ouais. Moi, je vais pas Ouais, avoir un coach pour qu'il me dise j'ai rien à t'apporter sur techniquement, c'est bien. parce que le problème qui peut se poser aussi, c'est que si par exemple tu priorises le squat par exemple, Ouais. c'est que le coach en question, il va pas pouvoir aussi prendre le truc dans sa globalité au niveau de la prog. Et peut-être qu'il y aura des problèmes qui vont se poser, notamment justement sur la gestion du volume. Il va vouloir mettre plus l'accent sur le squat et un petit peu délaisser le reste. Et peut-être que ça peut vraiment être délétère sur ça, quoi. Oui, oui, bah après, quand je disais prioriser, c'est je lui donne tout. Juste après, moi, je fais mes Ok, modifs sur le tirage. ok. Parce que voilà, il va pas me mettre du 5x5 en muscle up, ça marchera pas. Donc, euh, voilà, parce que voilà, c'est ça aussi le power, c'est qu'ils ont que des mouvements de force. Nous, on a un mouvement qui est plus proche de l'haltérophilie. Hmm. Carrément, ouais. Ouais. Donc, moi, le muscle up, voilà, il me le cale, il fait ci, c'est dans ce sens-là que je disais. Mais après, voilà, je me gère et les retours techniques, je vais pas lui demander comment il est mon muscle up. Ouais, ouais, ok, d'accord. Ok. Ah, d'ailleurs, j'avais une question par rapport au muscle up, parce qu'on parle beaucoup de muscle up, d'haltéro et tout. Et du coup, je voulais savoir, toi, par rapport à quelqu'un que tu vas coacher, est-ce que tu vas prioriser du coup uniquement le muscle up et les spécifier sur le muscle up, ou est-ce que tu vas ajouter des semi-techniques pour apprendre, avoir une bonne technique efficiente sur le mouvement? Moi, je mets beaucoup de semi-techniques. Des fois, il y a même des blocs où les gens n'ont même pas de muscle up classique, hein. Ok. Parce que déjà, tu gagnes de l'énergie en enlevant le dips bar, en si, il y a plein de choses, hein, mais tu gagnes de l'énergie. Et le muscle up n'a pas forcément besoin sur un bloc court, si techniquement il y a des choses à revoir sur certains endroits, il n'a pas besoin d'être fait dans sa globalité. Déjà, si tu fais monte jusqu'à la transition, t'auras jamais un facteur limitant dips de toute façon. Mm. Ouais. Exactement. Ouais. Et donc, d'où aussi enfin, l'inutilité de travailler les dips bars. Je sais que ça se faisait beaucoup à un moment donné, Mm. les Alors dips moi, bars lestés. je suis pas forcément d'accord parce que il y a tout un côté de stabilité au-dessus de la barre. Ok. Bien sûr, sans la force, moi j'en fais rarement, mais j'en fais toujours. Mais c'est plus une question de placement et garder son placement avec justement la précipitation, avec du one shot, avec de la charge qui va te forcément techniquement t'atteindre un petit peu plus. Et c'est plus sur du placement que sur le facteur limitant du dips bar. Ouais. Ouais, je pense que c'est valable, par exemple, pour toi qui a un gros muscle up. Mais est-ce que ça serait intéressant pour un mec qui a 5 ou 10 kilos, même 15, même J'en mets 20? rarement, hein, j'en mets Tu rarement vois, ouais. du bar dips, hein. Très très rarement sur le nombre de clients que j'ai. S'il y en a un ou deux qui en a, oui. Bah après, en enlevant bien sûr les mecs qui sont en 7 rep, mais il y en a très peu qui en ont. Et ça peut être aussi sur du mal à réceptionner ta transition, un placement des poignets qui est pas correct,
Et il y a des gens qui sont forts, mais qui ont aucune vitesse, qui sont pas explosifs du tout. Donc, si tu veux avoir moins de doutes sur ton muscle-up, je pense qu'avec un dips bar plus rapide, Ouais, forcément, t'enlèveras le balancier de ta hanche qui revient en avant, par exemple, si t'as un mauvais timing, tu vois. ouais, carrément. Ouais. De toute façon, une fois que t'es en haut, faut pousser, c'est le plus important. Il faut pas Ouais. rester à Mais il attendre. y en a, il y en a qui ont du mal à être Ouais. super rapides. Mm. Ouais. Ouais, il y en a, bah souvent, ça se voit, ils le font en 2 temps, quoi. Enfin, Ouais. Ben même pour un exemple, même si son MU, il y a rien à reprocher, mais Abdou fait un MU un peu en 2 temps. mm, Il a une rotation de Oui. poignet un peu tardive et il fait hop hop et il pousse. ouais. Donc les gars, soyez rapides sur vos dips. Exactement. Faut toujours On a être. chopé un tips là, c'est bon. Ok, et justement, on a vu que tu avais fait un séminaire avec un intervenant kiné. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu vas réitérer justement cette expérience? Alors Est-ce que ça, le format t'a plu de séminaire? le format m'a plu. Euh, Oui, ça m'a plutôt plu parce qu'en fait, ça te fait replonger dans des trucs que même toi, t'avais oublié dans ton métier ou dans ce que tu aurais pu penser. Tu vas chercher beaucoup plus loin, je trouve. Et tu retrouves des méthodes que tu faisais il y a 4-5 ans et tu te dis, mais en fait, c'était pas bête du tout quand tu regardes un petit peu tout. Donc ça, sur ce point-là, ça m'a beaucoup plu. Après, c'est quand même de la préparation. Tu le fais le week-end avec beaucoup de clients en coaching en ligne, ça prend vraiment du temps. Et du coup, tu es un petit peu juste sur le coaching. Et moi, j'ai pas envie de justement mettre le coaching de côté, c'est-à-dire de délaisser les clients qui me font confiance tous les jours pour des gens qui vont venir une fois, par exemple, au séminaire, tu vois. Ok, ouais, tu priorises à fond. Bah, t'as raison, hein. Bah, c'est que c'est des gens qui me font confiance depuis des fois 2 ans, 2 ans et demi. Et depuis que j'ai eu le diplôme, il y en a qui sont toujours là et je me vois pas ne pas leur faire le retour un jour alors qu'ils me payent tous les mois, contrairement à des personnes qui vont payer une fois le séminaire, même si c'est aussi de la confiance, hein, mais c'est totalement différent. C'est une priorité. De, je pense que c'est juste être honnête avec les gens aussi. Mhm. Ok. Et t'avais des athlètes à toi qui étaient venus au séminaire, non? Des anciens athlètes, Des anciens? il y avait Thomas Vitry, tu connais, non, Thomas? Qui était kiné aussi. Euh... Oui, 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 oui. Ouais. Et oh, je me souviens plus trop qui y avait. Si, je crois que c'est tout. C'est tout. Ouais. Non, il y avait aussi mon client qui est venu avec moi, c'était un ami. Ok. Et justement, est-ce que tu as des projets par rapport à ton entreprise de coaching sur le moyen long terme Là, ben, moi déjà tous les ans, on essaye de se retrouver un petit peu. Bon, de base, on le faisait au niveau des compétitions, c'est-à-dire que quand il y avait FNSL premier pas, les gens qui allaient, eh ben, on y allait avec le maximum de personnes. Donc, on se retrouvait à 15 dans un Airbnb l'année dernière, 15 coaching bien sûr, clients. Moi, je leur offrais les t-shirts et du coup, tout le monde était là pour soutenir. Ça faisait un petit peu team pour la compétition. Et là, du coup, je suis passé à un autre format. En juin, on a un bootcamp où, du coup, on est entre 25 et 30 personnes en tout, où j'ai essayé de faire vraiment le truc carré. Donc, j'ai trouvé, bien sûr, des tarifs super réduits pour les clients. Ça nous coûte un peu plus de 300 euros par tête pour une semaine. Et moi, je ramène du coup un caméraman. On a la salle et on a une journée complète à la salle aussi pour faire une compétition, donc que entre les clients qui viennent. Il y a les tenues du coup avec la collaboration Tatakai. On a fait une tenue exprès pour l'événement. Ils auront tous leur tenue. Il y aura des lots à gagner, etc. Et après, on a tout. C'est dans un gros complexe où on aura des activités. On a la salle de sport, on a le logement. C'est tout collé à 100 mètres l'un de l'autre. C'est un Ok. complexe qui est dans le sud de la France, à côté de Montpellier, bah, où s'entraîne Alexis. Et, euh, et du coup, voilà, là, j'essaye d'organiser ça une fois par an avec les clients, ou que ce soit vraiment une retrouvaille, quoi. Ouais, c'est Ok, trop cool. d'accord. Et puis tu nous parlais justement ensuite tout à l'heure que tu aimerais faire comment, une agence, on va dire, de coaching, Ouais. intégrer d'autres coachs.
Ça, c'est une idée, hein, mais peut-être plus tard. Pour l'instant, je suis très bien tout seul. J'ai pas envie de me Ouais. dispatcher. Donc, j'essaye déjà de développer le truc personnellement avant de le développer plutôt en plus gros. J'essaye aussi de satisfaire au max les clients. Et après, je suis sur d'autres projets à côté, sur des trucs où je travaille sur les mouvements de poule parce qu'ils sont un petit peu moins bien compris, je trouve. Ok, je vois, ouais. Ok. Très très bien ça. Est-ce que les gars, vous avez des questions? Moi, j'ai une dernière question, mais Moi, c'est OK pour moi, là, pour l'instant. c'est ok pour moi. Étienne? Moi, j'avais une question qui est moins portée sur le street lifting. C'est quel est le meilleur conseil de vie générale ou dans le sport que tu aies reçu ou que tu aurais aimé qu'on te donne plus tôt? Ah, que j'ai reçu, bah moi, on va dire que mon père il m'a toujours dit, quand tu fais les choses, tu les fais entières, pas à moitié, quoi. Du coup, voilà, j'ai C'est toujours fait Maître ça. Yoda, ton père. Ouais, Fais-le bah ou ne non. le fais pas, il n'y a pas Ça d'essai. se voit que tu le connais pas. Non? Déjà, il déteste Star Wars et il est plus balèze que moi. Ah ouais, ok. Ok, Si d'ailleurs, donc en fait, vas-y à fond ou essaye pas quoi. Ouais, bah il me dit toujours, bah après, des fois, il me le dit en m'engueulant, hein, mais quand on va carreler ensemble, si je fais un petit truc que je mets un peu de travers, il va m'engueuler, il va me dire, oh, tu le fais entier ou tu le fais pas. Voilà, il m'a toujours dit ça dans la vie. Et après, c'est aussi lui qui m'a mis au sport, donc ça va ensemble. Ok. Enzo, t'avais une question? ouais, si j'avais une question, mais du coup, c'était plus pour ton côté athlète que j'aurais pu poser tout à l'heure. Par rapport à la SWAT team, du coup, qu'est-ce que cette team t'apporte dans ta vie privée ou même dans ta vie en tant qu'athlète? Alors déjà, sans se mentir, c'est quand même un bon réseautage, je trouve, parce que ça fait quand même une team de 10 athlètes qui sont quand même reconnus dans, dans le street. La plupart du temps, c'est pas des guignols qui sont à la SWAT. Euh, Après, ils nous soulagent de beaucoup de frais. Ils nous payent tous les déplacements, la bouffe. S'il y a besoin de soins, par exemple, type kiné ou massage, parce qu'on a une douleur, c'est remboursé aussi. Euh, c'est aussi des amis, bien sûr. Maxime, maintenant, bah, on s'appelle souvent, etc. Donc ça, c'est sûr. Et ouais, les frais et l'organisation. L'organisation, t'as rien à réfléchir en fait quand tu vas en compétition. Ouais. Et là, il te prend ton billet, tu le rejoins, vous partez ensemble, l'hôtel il est pris, la bouffe elle est prise, c'est lui qui regarde où est-ce qu'on va le soir, etc. Il te dit là tu te reposes aujourd'hui, ce jour-là on va visiter ça parce qu'on va marcher, parce qu'il faut marcher avant la compète. Voilà, il y a toute une gestion, on n'a rien à faire. On a les tenues, tu t'identifies aussi à un groupe et tu as toujours des gens en compétition qui sont derrière toi, quoi. Ok, ok. Ok. Et moi, j'aurais une dernière question, c'est qu'est-ce qui manque d'après toi actuellement au street lifting? Et qu'est-ce que tu voudrais apporter, ou tout du moins, quelle direction tu aimerais que le street lifting prenne? Alors moi je pense que le street lifting déjà il manque d'argent. On a l'impression de ramener beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens ou qui disent de ne pas avoir les moyens, ou en tout cas peut-être c'est des radins, mais tu sais, tu tombes vite dans le truc. En power, ça n'existe pas trop. Tu proposes, il y a même des gens qui proposent des coachings à 100 euros, les mecs te disent c'est trop cher. Ça, pas de cash prize bien sûr, c'est-à-dire que tu finis champion du monde, bah, tu as l'honneur et la gloire. Tu gagnes ta vie indirectement parce que derrière en coaching, bien sûr que ça explose. Ça, faut pas le nier. Mais c'est vrai que t'aimerais bien quand même avoir sur le moment un truc en plus, tu vois, que un t-shirt ou 100 euros Gore Nation, quoi, qui leur coûte rien. Et je pense que le street, il doit s'émanciper un petit peu du power. Parce que là, c'est bien ce qu'ils font King of Weighted. Alors, je suis pas pour les coups d'hier, mais ils créent vraiment une sphère de équipement full street lifting. Donc déjà, ils ont les coups d'hier, même si je suis pas pour. Ça évite de prendre chez SBD, chez Cerberus, etc. S'ils sortent les genouillères et qu'on a des ceintures super haut de gamme en street, ça sera top parce que ça fera marcher toute la sphère du street, tout l'écosystème et ça sera incroyable. On a des équipements maintenant qui sont vraiment poussés avec les barres de dips réglables, etc., qui deviennent de plus en plus
abordables. Je crois qu'elle est qu'à 400 €, celle de King of Weighted, contrairement à la Home Gym qui Ouais, était à 1200 ouais, ou à 2500, c'est la plus n'importe chère. quoi. Mm. Et donc, je pense que ouais, faut développer les marques en fait autour du street, du coup, qu'il y ait de l'argent qui tourne. Et quand il y a de l'argent, de toute façon, tu peux mettre combien tu veux. Dès qu'il y a de l'argent, le sport il marche, hein. Mm. Parce qu'en soi, le format 1RM, j'avais un peu de doute au début. Parce que tu te dis, c'est un petit peu chiant, etc. Quand tu regardes le power, que tu compares, etc. Mais quand tu regardes une compétition avec l'organisation de final rep, en fait, tu t'ennuies pas devant le live. Mm. Avec les commentateurs, etc. Ça n'a rien à voir. Tu as l'impression d'être à l'UFC, mais en force, quoi. Mm. Ok, ouais, bah super, parce que moi je te rejoins sur tout. Ah, Et, parfait. et aussi, bah, c'est peut-être un truc qu'on va dire, c'est que les gens veulent que le sport se développe, mais s'il y a quelqu'un ici qui nous écoute et qui a une solution pour développer le sport sans argent, bah, je veux bien l'écouter et qui me donne ses conseils en fait. Parce que pour moi, c'est ça en fait. S'il n'y a pas d'argent, le sport il se développera pas. Cet esprit aussi de circuit fermé entre guillemets, où toutes les sphères du street, les équipementiers, les gens qui font les fringues, le matériel, comment les ligues et tout machin, les coachs, les athlètes, et en fait que ça s'entretienne de l'intérieur, ça c'est un truc qui me parle vachement. Et c'est vrai aussi que ouais, on peut carrément. Moi, je pense que c'est plutôt, on va dire, la flemme qui fait qu'on est pour l'instant un peu plus rattaché au power. Et quand il y aura quelqu'un qui voudra justement prendre le marché par rapport aux équipements et tout, c'est ce qu'on essaye un petit peu de faire déjà avec Street Lifter, euh, pour justement proposer des équipements spécialisés et qui sont réalisés aussi par des gens qui pratiquent. Parce que bah, les Sûr. power, bah, ils sont là pour aussi prendre des parts de marché, Bien mais sûr. c'est pas leur sport de base, quoi. Donc voilà, et aussi pour revenir sur la mentalité du street lifting, moi je pense qu'elle est issue initialement du street workout, et que le street workout, vu que c'est un sport fait en extérieur, sans équipement, sans abonnement, en gros sans argent, totalement gratuit, bah ça s'est un petit peu transposé au street lifting, Ouais. et on retrouve bah ouais des gens ouais, radins un petit peu, pingres, et qui veulent pas trop investir, et en même temps des fois qui peuvent se plaindre de certaines choses. Mais sachez que voilà, si vous donnez pas en fait pour votre sport, bah il se développera pas, ou beaucoup plus lentement, quoi. Bien sûr. Et après, faut que les gens qui veulent se faire coacher, c'est un investissement sur soi-même. C'est-à-dire que moi, si j'avais ces conseils-là aujourd'hui, depuis 5 ans, j'aurais déjà peut-être le MU à 50, hein, on ne sait pas. Mais, c'est un investissement sur soi-même. Après, je comprends que bien sûr, c'est des sommes qui restent importantes et que pas tout le monde peut se le payer. Mais il y en a, c'est vraiment des marchands de tapis, ils sont là, ouais, au-dessus de 50 € je peux pas et tout. Oui, mais 50 €, alors, faut leur expliquer que tu déclares, donc ça fait 12 € qui partent à l'URSSAF quand t'es auto. Donc déjà, t'es à 38. 38, ouais, donc je travaille pour 5 € de l'heure, quoi, sur mon mois. Ouais, c'est trop ça en fait. Faut qu'ils comprennent que derrière il y a plein de choses qui nous coûtent de l'argent et qu'ils voient pas forcément. Maintenant, un coach aussi, c'est un créateur de contenu. Donc peut-être qu'on paye ouais des gens qui viennent filmer, qui montent les vidéos, les réels. Il y a peut-être des Bien gens sûr. aussi qui font des visuels, etc. Enfin, ça coûte de l'argent. Tout ce qu'on vous propose gratuitement, c'est pas gratuit pour nous. Et Ouais. en fait, bah, le prix du coaching, il se retranscrit un petit peu comme ça. Et ouais, c'est un investissement. Et aussi, bah, peut-être que vous faites des investissements, vous, actuellement, avec un abonnement Netflix, vous commandez Uber Eats, vous faites des trucs comment dire, d'Européens, on va dire, des trucs qui n'existent pas forcément dans d'autres pays. Euh, des trucs pour que vous ayez un meilleur confort, mais tout ça, c'est pas indispensable.
Et peut-être que tout cet argent-là, qui est mal dépensé, entre guillemets, vous pouvez l'investir sur vous. Et là, du coup, vous aurez une rentabilité parce que vous atteindrez vos objectifs, vous serez heureux dans votre pratique, etc. Et comme tu disais aussi, vous atteindrez plus vite. Un coaching, en fait, c'est quoi? C'est atteindre plus vite ses objectifs et mieux aussi faire mieux. Voilà, c'est ça un coaching. Hein. Et Bien avoir sûr. quelqu'un qui te soutient et qui est là pour toi, quoi. Ben moi, j'ai appelé un client qui revient, qui était parti, qui revient maintenant parce que il était militaire. Et quand je lui ai dit parce qu'il me disait ah mais t'as des frais et tout, je lui explique. Je lui ai dit combien je touche sur le coaching. Lui c'était un tarif d'il y a un moment vu qu'il était là depuis longtemps, donc il me payait 150 euros. Et je lui ai dit tu vois sur les 150 euros t'enlèves presque 40 euros déjà que l'État me prend. Donc c'est même pas le reste. C'est pas si je dois acheter des trucs ou quoi. Si je dois acheter un téléphone pour travailler, des micros pour faire les vidéos explicatives, etc. C'est juste sur ça. T'enlèves 40 euros, donc c'est-à-dire que je gagne 112 euros sur 150 que tu payes. Et là, il se dit, ah oui, effectivement, en fait. Mais en fait, les gens, ils se rendent pas compte, mais quand ils vont au supermarché, on leur prend 20% instantanément. Ouais. Mais c'est juste pour eux, vu c'est le prix de l'article. Mais ils se rendent pas compte que c'est exactement pareil. C'est-à-dire que c'est comme si nous, on avait mis ça. On met nos frais, en gros, ça passe dans les frais. Mais Ouais. tu touches 112 sur 150, ben, le Carrefour, sur 3,80 €, tu sais que, sauf si c'est de la bouffe, c'est 20%. Quoi. Ouais, Et c'est que les ça. gens, ils savent pas. Ils cogitent pas sur ça, ils se disent pas que c'est normal. Ah, c'est ça, faut les éduquer, il faut leur montrer un petit peu ce qui se passe derrière, quoi. Mais je pense que ça viendra parce que avec le power qui est plus ancien que nous, maintenant c'est un truc qui est intégré. Je pense que les gens ils ont Bien compris sûr, et c'est une question de temps en vrai. Hein. bien sûr, bien sûr. Mm. Oui, et même, je me dis, franchement, même 200 euros par mois pour un coaching, quand tu regardes le prix des séances à l'unité, si tu veux un coach perso, c'est 50 euros de l'heure en moyenne quasiment. Mm. Donc, c'est-à-dire, c'est 4 séances. Là, tu as un mois de programmation avec des retours tous les jours. Ouais, bah oui, c'est ça. Ouais. Mais ils se rendent pas compte. Et puis faut aussi qu'on vive nous derrière. Bien sûr. On fait pas ça bénévolement. On est passionné, mais faut qu'on vive de ça aussi. Bien sûr. Et après, il faut aussi qu'ils payent le fait que c'est en toute humilité, mais que tu es un champion du monde en coach. Désolé, mais je vais à la salle, je vais pas pour enfiler des perles. Je me donne toute l'année pour être champion du monde, pour avoir de la visibilité et pour aussi sortir plus grand. Ben, tu as le côté athlète, tu as le côté coach, tu as tout qui va avec. Faut payer aussi ça en plus. Il y a aucun autre sport où un champion du monde, il est quasiment au même tarif que les autres. Hein. Ah, c'est clair. Hein. Ouais, c'est ça, c'est très vrai ça. Il y a aucun autre sport. Hein. Ouais. Ouais, mais parce qu'on est au début. On est au Oui, début, bien c'est sûr. pour ça. Putain, j'aurais dû venir plus tard. Voilà. Ouais, mais ça aurait été plus compliqué aussi. Peut-être. Ok, bah en tout cas, on a fait le tour en tout cas de toutes les questions qu'on voulait te poser. Et moi, c'est un plaisir et je pense que mes compères partagent. Partager. C'est grave. Carrément. C'était cool d'en savoir un petit peu plus sur toi parce que c'était vraiment le but du podcast et de le partager aussi avec les autres. J'ai pas mal de gens qui voulaient te voir intervenir sur le podcast. Bon, bah, c'est sympa. Donc bon bah si vous savez pas où le suivre, bah c'est aubin.cd, c'est ça? Avec un O. obin.cd. Voilà, c'est ça sur Insta. Et donc voilà, et n'hésitez pas. Et puis si vous avez aimé l'épisode, bah vous likez, vous commentez, vous partagez. Et bah Aubin, nous, on te souhaite un bon entraînement vu que tu vas aller t'entraîner là. Faut y aller, ouais. C'est l'heure. Allez, motivé. Ça marche. Et puis bah on te dit à bientôt. On te revoit au FNSL. T'es là? Normalement, je suis là, ça tombe. Bah, moi, j'ai mon bootcamp justement la semaine d'avant. Le vendredi, on remonte sur Paris avec les athlètes qui potentiellement participeraient si ils sont sélectionnés. Ok, trop bien. Bon bah vas-y, on se voit en juin. Alors c'est quand déjà? C'est le 22, 22. 23. 22-23. Ok, très bien. Vraiment. Bah merci beaucoup Aubin et puis bah Merci à bonne vous, fin de c'était un journée à plaisir. toi. Hein. Allez, merci, ciao, ciao. Salut mec. Ciao. Salut. Ciao.